Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 125e déjà Over the Results consacré à WrestleMania 34. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera un peu plus longue que d'habitude, enfin je pense. On verra comment ça se passe, mais il n'y aura pas de montage. Je pense que la vidéo si elle dure 45 minutes, elle dure 45 minutes, mais il n'y a pas de montage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les petites bannières que vous avez là maintenant depuis quelques semaines. Pourquoi? Parce que ça va me prendre beaucoup trop de temps et ça va surtout ça va prendre beaucoup trop de temps, surtout à mon PC pour faire les montages. J'ai pas envie que ça dure 538 heures de montage et que vous receviez la vidéo dans 3 semaines. Donc c'est aussi pour ça que j'allège un petit peu la vidéo. Pas de montage hormis des coupures si je me trompe, parce que je me trompe beaucoup de fois. Ça c'est les envers, enfin l'envers du décor, vous ne voyez pas forcément. Et puis aussi j'aimerais parler des matchs de la façon que je veux. Je vais parler aussi des choses hors WrestleMania 34, faire un petit peu des coups de gueule, dire ce que je pense qui n'a pas forcément des fois de lien avec le show qu'on a vu hier soir. Donc voilà, préparez de quoi manger, de quoi boire, mettez-vous à l'aise et on va partir directement avec le pré-show. Faut savoir que je l'ai regardé. En fait, j'ai regardé les deux premiers matchs et puis j'ai dormi 45 minutes, donc j'ai pas vu la bataille royale. Je l'ai vu tout simplement durant les entrées de Charlotte et Asuka. Je regardais les entrées de Charlotte et Asuka, j'ai coupé le son et j'ai regardé la bataille royale féminine à côté. Et j'ai trouvé que les matchs dans le pré-show, alors je les ai pas notés, vous verrez, pour moi ça n'a pas de sens de noter des matchs du pré-show, mais je les ai bien appréciés, donc je vais en parler assez rapidement. Donc Matt Hardy qui remporte la bataille royale en mémoire d'André le Géant. C'était imprévisible, je trouve. On avait dit Elias, on avait dit Bika, Samoa Joe, enfin vraiment. Moi je pensais à des gars de NXT aussi, pourquoi pas. Et puis quand j'ai vu les lutteurs qui étaient sur le ring, j'ai directement pensé à Dolph Ziggler ou Kane, en pensant que Kane c'était sa dernière heure de gloire, le Big Show l'avait déjà fait. Et alors je rappelle pour les gens qui ne le savent pas, c'était la 5e édition, donc Cesaro avait gagné la première, le Big Show la deuxième, Baron Corbin la troisième, et Mojo Rawley celle de l'année passée, donc la quatrième. Et ouais, pour moi, je me suis dit pourquoi pas Kane et pourquoi pas Ziggler, étant donné qu'il avait été un mois loin et puis il était revenu au Royal Rumble et il avait jamais vraiment eu de victoire jusque-là. Donc même si c'est pas non plus quelque chose de ouf, pourquoi pas lui donner la victoire et finalement pas du tout. Justement, Dolph Ziggler et Kane étaient les 4e et 5e, je crois, enfin pas éliminés, mais c'était le 4e et 5e qui restait sur le ring. Et puis on a un top 3 avec Baron Corbin, Mojo Rawley et Matt Hardy. J'étais là, non, par pitié, ne refaites pas gagner Corbin ou Rawley, surtout Rawley, ça sert à rien à mon sens. Et puis c'est finalement Matt Hardy qui gagne grâce à une intervention de Bray Wyatt. Alors là je suis un peu déçu, Bray Wyatt fasse son retour dans le pré-show. Voilà, c'est le fait que Bray Wyatt fasse un face turn, parce que là pour moi c'est clair et net, à moins qu'il fasse ça exprès pour de nouveau attaquer Matt Hardy, mais je trouverais ça dommage. Mais le fait de faire un face turn pour Bray Wyatt dans le pré-show, ça m'a pas forcément beaucoup plu. Je vois pas de sens. Enfin, ça m'a plu, mais pas dans le pré-show en fait. C'est mon point de vue. Et puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Donc Matt Hardy qui remporte le trophée. Bof. Autant Mojo Rawley et Corbin, j'étais pas fan parce que j'aime pas les lutteurs. Autant enfin, Corbin ça change toujours avec moi, mais Rawley par exemple, j'aime pas le lutteur, mais au moins ça aurait pu lui servir à quelque chose, même si ça n'a pas été le cas durant l'année qui a suivi ça. On a juste eu un return pour lui, mais rien de plus. Je sais pas, imaginons d'avoir un de NXT gagné, genre Ricochet, mais bon, Ricochet ne sera jamais là. Mais je trouve que ça aurait plus de sens à mon sens à moi. Ensuite, le deuxième match, on a Cedric Alexander qui bat Mustafa Ali pour devenir champion Cruiserweight, qui était vacant depuis Kenzo Amore avait été viré il y a 2 mois, je crois. Et là, j'ai pas grand chose à dire, j'aime bien le match, mais je n'aime pas Cedric Alexander, c'est quelque chose qui passe pas du tout. Et Mustafa Ali, au contraire, je trouve qu'il a tout. Et voilà, c'était sûr qu'Alexander allait gagner. Je suis déçu. Voilà, je vais juste dire que je suis déçu. J'ai bien aimé le match, mais je suis vraiment déçu. Et le troisième match, donc comme je l'ai dit, la bataille royale féminine. Je l'ai vu donc pendant le show principal. Et j'ai bien aimé le fait qu'il y ait des femmes de NXT qui soient là. Faut dire quand même que j'en connais pas beaucoup. J'ai même pas souvenir d'avoir vu Billie Kay dans le match. Je sais qu'il y avait Dakota Kai, je crois qu'elle s'appelle, ça je l'ai vu 1 ou 2 fois, enfin ça elle, et Peyton Royce forcément. Par contre les autres je ne les connais pas. Alors ça c'est vraiment, en ce moment NXT je regarde plus vraiment les weekly, mais je regarde les takeovers. D'ailleurs la review du dernier takeover arrivera normalement ce vendredi. Et effectivement pour moi, je le dis d'avance, c'est certainement le meilleur show que j'ai jamais vu dans ma vie.
a une meilleure note que WrestleMania 30. Enfin bref, je vous laisse aller voir cette vidéo là, ce sera vendredi mais on va pas en parler aujourd'hui. Et le fait de voir justement ces lutteuses de NXT, ça m'a fait plaisir, surtout que la plupart ont été là jusqu'à la fin. La dernière a été éliminée, c'est Peyton Royce. Je m'attendais à ce qu'elle gagne. J'adore cette lutteuse, vraiment, pour moi, elle a quelque chose. Elle a quelque chose, je trouve, et elle mérite de venir dans ce main roster assez rapidement, à mon sens. Et puis on se retrouve à la fin avec Bayley et Sasha Banks qui veulent se faire une accolade. Enfin, c'est sous une initiative de Sasha Banks. Puis Bayley se retourne contre elle, l'élimine, pense qu'elle a gagné, mais Naomi, un peu à la Edge, je trouve pour une face, c'est un peu limite. Est-ce que c'est pour contraster avec le fait que Bayley est en train de faire un heel turn? Mais je trouve bizarre de voir une face, parce qu'on s'en souvient, moi, enfin je pense qu'on s'en souvient d'avoir vu à l'extérieur du ring, mais on n'a pas vu son élimination et effectivement elle n'avait pas été éliminée. Donc de voir une face attendre et revenir juste au dernier moment, pour moi c'est un truc à la Edge, à la heel totale. Et c'est Naomi qui est censée être une top face, en tout cas une des top faces de la division de SmackDown. Donc ouais, ça m'a fait bizarre et Naomi va éliminer Bayley assez rapidement avec sa prise de finition dégueulasse. Et donc pour remporter le match, mais ça fait plaisir de voir Naomi. Là c'est une surprise comme le premier match dans le pré-show, dans le sens où tout le monde s'attendait à Bayley, Sasha Banks, voire même Becky Lynch. Et finalement c'est Naomi, donc pour moi ça me va très très bien. Voilà, donc concernant le pré-show c'est fait, j'en ai parlé pendant 5 minutes, alors imaginez maintenant pour le show principal. Avant toute chose, j'aimerais, bah voilà, c'est un petit montage que je vais faire. J'aimerais quand même vous préciser qu'il y a un concours sur Twitter pour remporter des DVD que je n'estime pas avoir besoin et que je n'ai pas forcément envie de regarder. Donc il y a 4 DVD en format carton. Donc il y en a d'abord 2 à faire gagner. Puis ensuite les 2 best-of à faire gagner une prochaine fois. Puis il y a 2 DVD de la TNA à remporter pour la 3e fois. Donc ça fait 3 cadeaux. Et en fait les cadeaux je les fais gagner aux gens qui commentent la publication, enfin le tweet que vous voyez sur Twitter. Et en fait, j'ai fait gagner les cadeaux quand je passe les 3 prochains paliers de ma chaîne, donc les 1800 abonnés, 1900 abonnés et 2000 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous tout simplement à commenter ce tweet. Comme ça, vous aurez peut-être une chance de gagner. Voilà, c'est un truc qui me fait plaisir. Je me dis que ma chaîne, elle va pas durer longtemps. D'ailleurs, je vais en parler maintenant. Normalement, à partir de maintenant, il y a minimum 2 à 3 vidéos par semaine de nouveau, et ce jusqu'au 15 septembre. Donc à peu près à partir de la rentrée française, parce qu'en Suisse ça se fait début mi-août. Mais à partir de là, jusqu'à la rentrée française, il y aura 2 à 3 vidéos par mois. Et à partir de fin avril, les Over the Results passent. Enfin, ça ne sera plus une fois par semaine, ce sera 2 fois par semaine. Donc il y aura le lundi et le vendredi. Et par exemple, le Greatest Royal Rumble, je vous le ferai certainement un vendredi. Je le ferai une vidéo, on verra si ça passera bien, mais c'est aussi pour ça. Donc il y aura 2 vidéos par semaine à partir de fin de mois pour les Over the Results, mais au moins 2 à 3 vidéos par semaine à partir de maintenant jusqu'à milieu septembre, jusqu'à peu près au 15 septembre. Donc profitez-en parce qu'après la chaîne elle va pas couler. Mais par exemple à partir de là, on sera à peu près à 166 Over the Results et j'ai envie d'arrêter ma chaîne à 200. Ça fait partie de mes derniers objectifs, donc 200 Over the Results, 100 000 vues, on y sera avant septembre, et puis 2000 abonnés. Donc j'aimerais les 200 vidéos et les 2000 abonnés, que ça se fasse gentiment. Et à partir de là, donc à partir de septembre, je vous ferai une vidéo par mois qui aura un rapport, mais j'en reparlerai. Hein, une vidéo qui aura un rapport avec Laia. J'ai parlé à Stéphane Nogues, donc qui a mis un petit partenariat, rien d'officiel, rien de signé, mais en tout cas il m'a autorisé à faire quelque chose et vous le verrez à partir de là. Et puis les Over the Results ne sortiront plus lundi. Je pense que ce sera des vidéos plus travaillées, il me faudrait un peu plus de temps je sais pas, j'ai envie de faire un truc à la Didi Chandoué pour les gens qui voient, donc quelque chose de très travaillé quand même pour chaque Over the Results donc actuel. Donc ce seraient des vidéos qui pourront très bien sortir une semaine après l'événement. Donc profitez vraiment bien, c'est le message que je vais faire passer maintenant. Profitez de regarder ma chaîne jusqu'au 15 septembre parce que ça va vraiment de nouveau fuser, il y aura plein de vidéos et après ça va aller jusqu'à peut-être 2 voire vraiment maximum 3 vidéos par mois. Donc profitez-en. Voilà, ça c'était le premier petit message. Le deuxième c'était le concours, j'en ai parlé. Et le troisième, pour les gens qui l'auraient peut-être vu un petit peu dépassé ici, je remercie mon frère pour ce magnifique t-shirt, donc avec le logo de ma chaîne, qui m'a offert à mon anniversaire, donc le 15 mars. Donc maximum de merci Franck dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas, il reviendra très bientôt. Et puis à l'arrière aussi, je vais peut-être montrer. Donc en espérant que vous le voyez, normalement c'est bon, vous le voyez ici. Hashtag Bromingo.
pour les gens qui auraient vu ma dernière vidéo, hormis celle-ci forcément. Donc voilà, encore une fois, je vous laisse aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se créer. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va pouvoir commencer WrestleMania 34, donc je mettrai peut-être un petit temps dans la description pour vous dire à quel moment ça commence vraiment, là, 10 minutes, je pense qu'on est plutôt bien. Donc avant de parler des matchs les uns après les autres, j'aimerais quand même faire un petit coup de gueule. J'ai vu sur Twitter, et encore une fois, je vais souvent dire vous dans la vidéo, donc prenez pas ça pour une généralité, je parle pas forcément de toi qui regarde ma vidéo maintenant, mais c'est un vous, c'est une généralité. C'est parce que j'ai vu ça sur Twitter. Et donc il y a 4 catégories de personnes, à mon sens, concernant WrestleMania 34 sur Twitter. Il y a la catégorie de gens qui disent c'est le meilleur WrestleMania ever. Je ne fais pas partie de cette catégorie, je vous le dis tout de suite. Ensuite, il y a une catégorie qui dit pire WrestleMania ever. Alors là, je sais pas si ces gens ont vu WrestleMania à partir du 33. Parce que oui, pour moi, le 33 est légèrement supérieur au 34. Parce que niveau in-ring, il y a 2-3 matchs qui peinent un petit peu. Si on avait enlevé ces 3 matchs, pour moi, ça aurait été un des meilleurs, si c'est pas le meilleur. Mais voilà, pour moi, c'est pas le meilleur. Mais au point de dire, en fait, que c'est le pire. Mais en fait, soit c'est votre premier, et effectivement, c'est le pire, mais c'est aussi le meilleur. Ou soit bah, c'est votre deuxième, que vous avez jamais rien vu, et que vous êtes déçu. Ou alors, il y a la catégorie des gens. Alors, je suis désolé, hein. Du coup, je vais m'attaquer aux smart, donc les gens qui connaissent le catch. Autant normalement, je vise toujours les marques qui sont là, ils me désespèrent à faire semblant de connaître et en fait, qui n'y connaissent rien. Mais là, en fait, je vais vraiment pointer du doigt les smart. Et je suis désolé, je me considère pas comme smart, je me considère pas comme Max, je me considère juste comme quelqu'un qui aime le catch, qui a envie d'en parler et faire partager ça avec avec vous, avec mes fans, comme dirait une certaine fille dans une vidéo, non, avec mes abonnés. Et en fait, les gens qui disent ouais, mais alors franchement, j'ai vu Super Card of Honor ou j'ai vu le show de la NJPW, c'est clairement meilleur ce match-là, ce WrestleMania 34, c'est une catastrophe. Putain, les gars, moi j'ai vu NXT Takeover New Orleans. Pour la plupart des gens, je pense que vous l'avez vu aussi. Effectivement, NXT Takeover a été bien meilleur que ce show-là. Même si ce show-là, pour moi, est très très bon aussi. Pour moi, il est excellent. Mais je vais pas m'amuser à faire des comparaisons. Il faut arrêter, sérieusement. Il faut arrêter. On dirait des gens qui disent ouais, mais alors écoutez, moi je fume un petit peu, moi je trouve que NJPW c'était clairement meilleur. Non mais on s'en fout en fait, c'est la WWE, allez pas faire de comparaison. Les gens qui disent oh, alors Kenny Omega contre Chris Jericho c'est vraiment parfait, juste pour vous dire, j'ai même pas encore vu le match. Parce qu'il y a tellement de gens qui saoulent avec ça que j'ai même pas envie de le voir. Donc une fois que ce sera un petit peu tassé, Dieu sait que ça fait déjà un moment que le match est sorti, eh ben, j'irai le regarder, mais en fait, je trouve que les gens qui parlent de la NJPW, alors encore une fois, je parle pas de tout le monde, mais vous saoulez. Vous pouvez pas faire de comparaison entre un WrestleMania et un NJPW. Vous pouvez pas faire de comparaison je sais pas, vous pouvez pas faire de comparaison entre, je sais pas, entre un Jurassic World et entre un film de grosse merde indépendant. Alors je dis pas qu'il y en a un qui est indépendant, qui est nul, puis l'autre qui est bon, mais en fait, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Il y en a qui arrivent encore à faire des comparaisons avec la Lucha Underground. C'est encore pire pour moi. Vous pouvez pas faire de comparaison. Pour moi, l'NJPW, c'est du catch pur. Donc forcément, on a des lutteurs qui sont très très techniques, très professionnels. Là, WrestleMania 34, bah, effectivement, on a beaucoup de bons catcheurs. Mais la WWE, c'est avant tout du divertissement. Alors arrêtez de faire des comparaisons en permanence. Ça me fatigue en fait. Les gens qui disent ça, ça me fatigue. Ne faites plus de comparaison. Même moi, je fais pas de comparaison entre Main Roster et NXT. Alors stop. Profitez, kiffez, ce show-là est très bon, il y a de l'audace, il y a du suspense, il y a des surprises. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je me demande franchement, les gens qui disent que c'est le pire, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est quoi? C'est Roman Reigns qui perd dans le main event, qui vous déprime, qui vous fait dire que c'est le pire? Je sais pas, pour moi, je trouve que la WWE a sorti ses balls, se les a mis sur la table et a dit voilà, on sait faire ça. On est en 2018, mais on vous chie encore à la gueule, tellement on n'est pas prévisible en fait. Et voilà, et moi je trouve que c'est magique, et moi ce show-là m'a fait vibrer, et je crache à la gueule aux gens qui n'arrivent toujours pas à profiter. Retournez voir votre NJPW et arrêtez de faire chier sur les réseaux sociaux parce que ça m'emmerde vraiment, voilà. Bref, maintenant que j'ai foutu une sale ambiance, non maintenant que, et ça va me faire plein de pouces rouges, mais bref, maintenant que ça s'est passé, on va vraiment pouvoir parler des matchs les uns après les autres. J'ai été très généreux. Et je vais m'expliquer, encore une fois, ça va faire débat. Et je veux que ça fasse débat. J'ai pas envie de vous dire, oui, mais écoutez, j'ai raison. Ou écoutez, c'est mon point de vue, il n'y a rien à dire. Non, j'ai pas créé ma chaîne pour ça. Vous êtes pas d'accord?
dites-le en commentaire. Si je suis malade, dites-le en commentaire. Si je suis pas assez gentil, dites-le. Oh, je pense pas que ça va arriver, mais dites-le dans les commentaires. C'est fait pour ça. N'insultez pas. J'ai vu déjà sur Twitter en demandant vos notes que ça insultait. À quel moment c'est intelligent? Enfin, je veux dire, chacun a sa perception, donc n'insultez pas. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, respectez les avis des autres, et puis ça ira bien. Voilà, bref, on est à 15 minutes de vidéo passée. On va parler du premier match. Donc Seth Rollins bat le Miz et Finn Balor pour devenir le nouveau champion intercontinental dans un opener de dingue, vraiment. Quel match! Quel match, quel rythme, quel lutteur au pluriel, quel opener. Je veux dire, déjà, Balor qui renaît, parce que malgré la défaite, Balor, je le trouvais juste fade. Balor, c'était pas possible ces derniers temps. Son petit sourire stupide, ces matchs qui sont pas vraiment ouf. Ben voilà, je trouve que ça fait du bien de le revoir aussi bon, parce que Balor nous a prouvé qu'il était encore là, que ce mec mérite d'être à la WWE, mérite d'être dans le main event, mérite d'avoir un titre. Malheureusement, c'est pas là, mais peut-être le prochain champion intercontinental. Ça fait donc très plaisir de le voir comme ça. Le Miz, il était déjà magique avant. Là, il nous a prouvé que très clairement, c'était un des meilleurs lutteurs à la WWE. Le record ne sera pas brisé, donc je crois qu'il va être brisé le 26 avril, donc dans moins de 3 semaines. J'espère qu'il aura un 9ème règne et qu'il battra le record et qu'il y aura une sorte de rivalité entre Miz et Jericho pour avoir un 10ème titre entre les deux. Par exemple, Miz le met vacant et il y a Miz contre Jericho pour le titre intercontinental. J'espère que ça se fera et que le vainqueur aura son 10ème règne. J'ai envie de voir un truc comme ça. Et puis, Rollins quoi. Je veux dire, Rollins, les gens qui doutaient encore de lui après son face turn en disant qu'il avait perdu, mais ce mec, vous lui donnez, je pense, tous les titres de la fédération, il vous fait quelque chose de très très bien. Donc un grand merci, ça fait plaisir un opener comme ça. Je vais vous dire la note maintenant. Voilà, de toute façon vous allez voir toutes les notes à la fin. De toute façon, mais j'ai mis un 10 sur 10 parce que c'est un opener d'une dinguerie, niveau dinguerie. Je pense que j'aurais même pu mettre dingue sur 10. Deuxième match, Charlotte bat Asuka pour conserver son titre féminin. Vous avez bien compris, Asuka qui perd et qui abandonne, c'est sur une soumission après un figure 8 leg lock de Charlotte. C'est incroyable, je suis encore choqué à ce moment-là. Le match, il est incroyable aussi. Je pense, j'ai parlé de Ruby Riott contre Charlotte la dernière fois, c'était à Fastlane qui était très bon. J'ai dit que c'était l'un des meilleurs malgré les quelques botches de Riot depuis très longtemps. Et alors ce match-là, je pense qu'il le détrône. J'étais très dubitatif par rapport à ce match-là parce que déjà, je voyais pas de suspense. Pour moi, Asuka allait gagner. Je voyais déjà Carmella cacher sa mallette et ne pas y arriver. Finalement, on ne la verra pas du tout, hormis dans le pré-show. Et finalement, non, le match, il est bon, quoi. Il est bon, on nous avait dit que ça allait être un des meilleurs matchs, peut-être féminins de tous les temps. Et moi, j'y croyais pas et j'ai repris une claque dans la gueule. Ça pousse le catch féminin encore plus loin dans ses retranchements. Il n'y a plus de différence entre femmes et hommes maintenant. Alors c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont plus habitués, donc il y a moins de botch. Ça va des fois un peu plus loin, mais c'est une question de temps avant que les femmes soient au même niveau. Et pour moi, là, ce match, il est clairement au même niveau. Et c'est l'un des meilleurs de la soirée, très clairement. Et puis, voir Asuka taper à WrestleMania, c'est encore plus magique. On la voit pleurer, les deux se serrent la main, enfin, se prennent dans les bras. On attend vraiment un catch de Carmella qui n'arrivera pas. Donc voilà, c'est le seul hic du match, mais sinon c'est dingue, vraiment, c'est dingue. Et je pense que c'est la première fois que je dis ça depuis très longtemps, hors NXT je crois, mais j'ai mis la note de 9,5 pour un match féminin. Et là, c'est l'un des hicks du show. Il y a vraiment deux matchs que j'ai moins aimé, voire peut-être trois. Celui-ci en fait partie, donc Jinder Mahal, Randy Orton, Rusev et Bobby Roode pour devenir le nouveau champion des États-Unis. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements de titre. Je m'en parle à la fin, les deux derniers matchs m'ont étonné, mais après on peut le comprendre justement par rapport à ces nombreux changements de titre. Et celui-ci est un changement pas si surprenant que ça au final. En fait, au début, j'ai pensé à Jinder Mahal parce que Jinder Mahal, à la base, il devait être champion de la WWE à WrestleMania et avoir un match contre John Cena. Ce qui était prévu depuis plusieurs mois et c'est ce que les rumeurs disaient déjà quand il avait à peine le titre. D'ailleurs, certains disaient que Jinder Mahal allait avoir le titre jusqu'à WrestleMania et beaucoup de sites relayaient cette rumeur et finalement pas du tout. Donc le voir champion des États-Unis, c'est peut-être normal. Ça peut-être contentera un public, grand public, donc le public indien. Et ça permettra d'avoir un certain lot de consolation, donc on peut le comprendre. Randy Orton aura eu un règne court, mais c'est pas dérangeant vu qu'il avait besoin juste de ce titre-là une fois pour être Grand Slam Champion. Là où ça me dérange un peu plus, c'est Bobby Roode. Bobby Roode, on pouvait très clairement sentir un heel turn ces derniers temps, et finalement pas. J'attendais une grosse merde, genre comme ce qu'il y avait eu à la TNA lorsqu'il avait trahi James Storm pour devenir champion de la TNA pour la première fois. Et finalement pas, vous savez, pour les gens qui ne le suivaient pas, ils étaient
j'ai déjà dit plusieurs fois, mais ils étaient en équipe. James Storm avait pris avait réussi à battre Kurt Angle qui était champion de la TNA, puis avait donné justement une chance, je crois 5 jours plus tard, enfin une semaine plus tard, à Bobby Roode, son partenaire. Et Bobby Roode, c'était Beer Money, leur nom d'équipe. Ils arrivaient toujours avec des bières. Donc Bobby Roode avait pris une bière, il avait fracassé sur la tête de James Storm pour devenir champion. Et je m'attendais à un truc de ce style là pour Bobby Roode là, qui trahisse Randy Orton et qui devienne champion en faisant heel turn. On aura ça plus tard pour une autre personne, mais enfin pas tout à fait, mais il y aura heel turn plus tard. Et finalement pas, donc ça me déçoit un petit peu pour Bobby Roode. Et puis là, la plus grosse déception, c'est Rusev, quoi. Quel crachat à la gueule des fans. Non seulement ils font pas gagner Rusev, donc du coup la victoire n'est pas très surprenante. Enfin, elle est surprenante justement plutôt, mais non seulement c'est lui qui subit le tombé. Il mérite mieux. Rusev, je suis pas fan à la base, mais il mérite quand même clairement mieux. C'est dommage, surtout que là, c'est lui qui fait le plus vendre avec Elias. C'est dommage. Pour moi, je m'attendais un peu plus. Maintenant, au niveau du match pur, je trouve que le match peine un petit peu. Alors, j'ai pas... je sais pas parce que Mal a gagné que j'ai baissé la note du match. Hein, au contraire. C'est encore une fois porter ses balls, ça fait presque plaisir. Même si je sens que le règne va être merdique, mais ça, c'est autre chose. Je note pas le règne. On n'a rien pour le moment. Donc, forcément, je vais pas me référer à un ancien règne de merde, en l'occurrence celui de l'année passée, pour juger celui qui va venir. C'est pas crédible du tout. Donc je regardais au niveau du match et je trouve qu'il peine un peu. Par exemple, si vous prenez l'opener de un match triple menace, en l'occurrence dans celui qu'on a eu aujourd'hui, enfin hier, je trouve que par exemple, on a des fois mise contre Balor sur le ring, Rollins est à l'extérieur, et puis au bout d'un moment, Rollins va venir, va frapper Balor, et après, il y aura une espèce de chose qui va se créer un schéma où Balor va se retirer du ring vu qu'il s'est fait frapper par Rollins, et Rollins va prendre la place de Balor et va affronter le Miz, vous voyez. Et c'est chaque fois comme ça. Après Balor va peut-être Balor va frapper le Miz va partir, on aura un Balor Rollins, vous voyez. Il y a une sorte de tournus qui se fait et c'est très rapide. Et là en fait je trouve que c'est très lent. Vous allez me dire c'est pas les mêmes 3 lutteurs, en plus c'est un match Fatal 4-Way, donc ça peut galérer un peu plus, mais on a aussi un contrat sur le ring, par exemple Jinder Mahal, Randy Orton, et lorsque Rusev va prendre la place de Randy Orton, et que ça fasse un Rusev mal sur le ring, mais je trouve que ça va très lentement, c'est pas fluide, on est là mais allez-y, bougez, faites les choses normalement, là on dirait que c'est, attendez, qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant? Ah oui, je dois faire une German suplex, enfin bref, j'invente, hein. Mais il y a trop d'incompréhension, il y a trop d'hésitation, c'est trop mou, ça me va pas. Ça me va pas parce que c'est un match Fatal 4-Way. Il y a 3 bons lutteurs. Je ne citerai pas le 4ème. Tout le monde a compris. Mais je trouve que ça va trop lentement. Pour moi, c'est trop saccadé. C'est trop mou. Ça va pas. Après, voilà, je trouve que c'est osé. Après d'avoir mis mal champion. Et puis, c'était pas non plus dégueulasse. C'était sympa ce match Fatal 4-Way. Je les aime bien, même si je préfère les matchs triple menace. Mais voilà. Ça reste quand même assez agréable à regarder. Même si. Effectivement, il y a des choses qui me disent j'ai envie de les secouer et puis dire allez-y, bougez un petit peu quand même. 4ème match, et c'est là que ça va faire débat dans les commentaires. Il y a deux équipes de team. La team des gens qui ont détesté ce match-là et la team des gens qui l'ont tout simplement adoré. Je fais partie de la deuxième team pour moi. C'est un match exceptionnel, mais d'abord le résultat. Ronda Rousey et Kurt Angle battent Triple H et Stephanie McMahon. Le match, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, c'est comme les gens qui disaient ouais, mais Sting Triple H à WrestleMania 31, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Les interventions de la NW ou les interventions de la DX, ça n'a aucun sens. Putain, c'est WrestleMania, cherchez pas de putain de sens, c'est normal. Et là, c'est pareil. On n'a pas d'intervention, mais on a les débuts de Rousey. Et puis, alors effectivement, il y a quelques botches, mais je trouve que les gens, putain, arrêtez de vous plaindre qu'elle est mauvaise, mais regardez ce qu'elle a fait. Effectivement, c'est pas précis, il y a des fois des botches, mais les gars, c'est son premier match de catch. Elle faisait du MMA avant, hein. Regardez Shayna Baszler à NXT qui fait des trucs. Ouais, alors, effectivement, elle fait des progrès, mais c'est de loin pas ça, hein. Enfin bref, je trouve que c'est un beau match. Que ça continue cette belle nuit, ce beau week-end même, parce que putain, qu'est-ce qu'on s'en est repris dans la gueule des étoiles là, c'est incroyable. Et ce qui est bon dans ce match-là, c'est que déjà il est interminable. Il n'est pas forcément bien construit, mais qu'est-ce qu'on s'en branle encore une fois. Allez, je vais pas chercher des détails. Il est interminable, mais dans le bon sens du terme, parce que je crois que le match dure plus de 20 minutes. Et puis aussi, il y a le fuck le mix tag team match. On part sur un truc très cadré, avec Stephanie McMahon et Ronda Rousey. Dès qu'il y a un tag, c'est les hommes qui vont sur le ring. Et à bout d'un moment, il y a Ronda Rousey qui est contre Triple H. C'est beau. Il y a juste un problème, c'est que Stephanie McMahon n'a pas cassé la gueule à Kurt Angle au moins une fois. Mais Stephanie McMahon est la heel par excellence, mais c'est incroyable. Triple H
Nah, c'est un peu ma déception en ce moment, c'est un peu la victime, c'est celui qui subit. C'est pas grave, avant Triple H c'est un grand champion. Là maintenant un petit coup de poing ou un petit truc, genre une petite soumission, ça le met à KO pendant des minutes et des minutes en dehors du ring. Au bout d'un moment il s'est fait propulser à l'extérieur du ring par Kurt Angle. Kurt Angle on l'a plus vu, mais Triple H c'était encore pire. Enfin bref, ça devient un peu plus un tag team match et plus un mixte. Et après ça devient plus un tornado tag team match, où ça va dans tous les sens. Et vu que c'est Triple H et Stephanie McMahon qui font les règles, comme on l'a très bien rappelé, ben, ils vont dire à l'arbitre, t'inquiète pas, t'es juste là pour faire le compte, quoi. Enfin bref, j'ai trouvé ce match très intéressant. La fin qui voit Rousey qui pète le bras de Stephanie McMahon, c'est excellent. Ça peut rappeler aux plus vieux, peut-être un peu frustrés, de plus voir ça, non je déconne, mais ça peut rappeler Stone Cold Steve Austin qui pète la gueule à Vince McMahon. Même si là, encore une fois, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'attente, ça arrive tout de suite. Mais je trouve ça, ouais, c'est incroyable. Il y a du suspense, il y a ce... Vous voyez, sur ces 4 premiers matchs, il y a le premier, le deuxième et le quatrième, donc pas le troisième, qui ont cet effet WrestleMania. Vous savez, vous sentez que c'est électrique, vous sentez que ça fuse dans tous les sens. C'est ça qui est beau, putain, c'est ça WrestleMania pour moi, et ça fait plaisir à voir. Très clairement, moi, ça m'a fait très très plaisir. Cinquième match, les Bludgeon Brothers, donc Harper et Rowan, battent les Usos et les New Day pour devenir les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Dans un match très expéditif, 5 minutes peut-être, 5-6 minutes, bref. Vous allez me dire, ouais mais Jordan, putain c'est pas possible d'avoir ça. Écoutez, je vais encore faire une fois référence à un autre WrestleMania, WrestleMania 30, il y avait eu les New Age Outlaws et Kane contre le Shield. Le match a duré 1 minute. J'ai mis 10 sur 10. Voilà. Pourquoi? Parce que ça colle avec ce qu'on nous raconte. Et là, bah, effectivement, j'ai pas mis 10 sur 10 parce que ça serait quand même abusé, mais j'ai mis une plutôt bonne note pour un match qui dure que 5 minutes, qui est très expéditif, mais ça colle. Ça colle avec les gimmicks, c'est crédible, c'est cohérent. On a Harper et Rowan qui détruisent tout, c'est clair qu'ils vont pas se faire battre au bout de 15 minutes. C'est clair qu'ils allaient gagner. Peut-être les Usos auraient pu gagner pour le premier vrai WrestleMania, mais c'est crédible qu'ils allaient gagner, et ils allaient pas gagner en 25 minutes, quoi. Même si c'est les Usos et New Day, ça... C'est pour une fois qu'on a une équipe qui est crédible, parce que j'ai souvenir d'un catcheur qui s'appelait Vladimir Kozlov, qui était censé être un monstre et qui s'est allié avec Santino Marella et qui gagnait, qui perdait lamentablement. Là, on a une équipe qui est crédible, et l'un et l'autre, il faut pas les gâcher. Tout simplement, ils dominent depuis un moment, donc ça c'est sur la lancée. Et pour moi, c'est bon. Moi, ça me va. Ils sont inarrêtables, ils gagnent en 5 minutes. Moi, ça me va. C'est clair qu'on aurait pu avoir un match 5 étoiles avec New Day et les Usos, c'est clair et net. Mais après, voilà, je veux dire, on a déjà vu ça plus d'une fois. Et on le reverra encore. Hein. J'ai le souvenir du Hell in a Cell de l'année passée entre ces deux équipes. C'était très bon, mais là, c'était plus un match destruction de son nom. C'est agréable pour moi. C'est pas forcément digne de WrestleMania 34. En tout cas, pas au niveau du in-ring. Et en tout cas, pas au niveau des autres matchs. Mais ça rentre dans le thème des WrestleMania. Pour moi, c'est normal de voir ça. Et pour moi, je suis satisfait. Vous allez voir la note en fin de vidéo. Ensuite, oh là là. Là, on rentre de nouveau dans un match qui est très très critiqué sur Twitter. Je dois vous avouer que j'ai été un petit peu déçu. Alors déjà, je vais vous dire la note. J'ai mis un notable. Il y en a deux que j'ai mis un notable de match dans le pay-per-view. Celui-ci en fait partie parce que pour moi, c'est un match. Mais ça ressemble plus à un segment qu'à un match. Un peu comme le Rock Rowan à WrestleMania 32. Donc on a l'Undertaker qui bat John Cena. Qui atteint sa 100e victoire en pay-per-view. C'est ce que je voulais. Pour moi, il peut prendre sa retraite. Là maintenant, c'est bon. Le problème, c'est qu'il le bat en 3 minutes. C'est un squash match. Donc en fait, là où c'est décevant, c'est qu'on a un build qui est bon. Certains se plaignent du build, mais c'était excellent parce que jusqu'au dernier moment, en fait, on savait pas si l'Undertaker allait vraiment lutter. Donc les gens qui disaient ouais, alors l'Undertaker, il est pas venu, il a rien fait, la rivalité, le storytelling, il n'y a rien. Non, c'est la première fois que ça arrivait. Pour moi, c'était très bien. Il n'y a pas besoin de plus, hein. Très clairement. Surtout quand on voit le match. Vous imaginez si l'Undertaker avait fait un speech pour dire oui, je te choisis, qu'on avait eu un match de 3 minutes. Du coup, on comprend plus. Pour moi, la rivalité, là, pour moi, elle est construite de manière exemplaire. Parfaite. Vous pouvez pas faire plus. Compte tenu du match, compte tenu du symbole aussi, parce que putain, il faut que j'en parle de l'avant-match. Au bout d'un moment, on a John Cena. Donc après le troisième match, qui va être prévenu par un arbitre et il va courir. Genre, on peut se douter qu'il disait que l'Undertaker était là et qu'il avait certainement accepté le défi de challenge de John Cena. Et puis au bout d'un moment, il va venir donc là, et c'est... enfin, d'abord il y a un arbitre qui va revenir pour lui dire non mais c'est pas vrai. Puis les lumières s'éteignent, tout le monde s'attend à l'Undertaker et c'est Elias qui vient. Un petit peu un beatdown de John Cena sur Elias, donc Elias avait chanté, John Cena le tabac supporte un double A, voilà. Il retourne en coulisses, les lumières se réteignent et on a l'Undertaker. Et ce qui est beau, c'est qu'au bout d'un moment, vu que John Cena n'est plus sur le ring, on a le ring qui s'illumine avec les vêtements qui étaient posés de l'Undertaker après WrestleMania 33.
pour les gens qui s'en souviennent. Les lumières s'éteignent, quand elles se rallument, il y a toujours le même projecteur, au même endroit, mais il n'y a plus les vêtements. C'est con, mais les gens, et moi j'en faisais partie, les gens qui faisaient des théories comme quoi l'Undertaker avait posé ses habits, donc c'était fini, il allait revenir en American Badass, mais pas en Deadman, enfin bref, putain, un événement, un segment, une image aussi con que celle-là, et ça règle tous les problèmes. Ah ouais, les vêtements étaient là, ben ils reviennent, regardez l'image que j'ai laissée l'année passée, on pense que je suis en retraite, ben je les reprends. Il y a rien de plus con, il y a rien de plus efficace pour moi. Donc c'est parfait, l'Undertaker revient, il y a un match directement et c'est 3 minutes de match. Donc là, et maintenant, il y a encore une fois deux teams. Il y a la team qui pense que l'Undertaker va partir en retraite et qu'il n'y a plus besoin de faire de match. C'est ce que je pense. C'est ce que j'aimerais, même si effectivement il paraît très jeune et nouveau, très en forme. Il y a une team qui dit le dernier match ce sera l'année prochaine, Undertaker Cena la revanche. Là où je trouve que c'est dommage, si jamais c'est le dernier match de Taker, c'est que un vrai Taker Cena, on n'en aura pas eu. Parce que je pense que c'est un match qui peut durer 30 minutes. Il faut pas oublier que l'Undertaker il est âgé quand même. Je pense qu'il est capable de nous sortir des grands matchs encore. Mais peut-être qu'il faut le ménager aussi. Donc, s'il y a un match l'année prochaine en T2, je suis content. Si ça s'arrête là, je suis content aussi. Il a eu sa 100e victoire en pay-per-view. Il part sur une victoire à WrestleMania. Moi, ça me va, hein. Je ne demande rien de plus. Donc pour moi, c'est très bon. Parce qu'imaginez que l'année prochaine, il y a un match et que l'Undertaker perd contre Cena. Ça fait une 3e défaite. Non, pour moi, on peut très bien rester là. Ça va très très bien. Donc pour moi... Voilà, c'est plus un segment qu'un vrai match en lui-même et c'est pour ça que j'ai pas noté ce match. On continue, putain, 32 minutes de vidéo. Les gens vont pas suivre. J'espère que si vous êtes toujours là, un grand merci à vous. Donc on a Daniel Bryan et Shane McMahon qui battent Sami Zayn et Kevin Owens dans un bon match. Donc Kevin Owens et Sami Zayn sont donc virés de SmackDown. Donc on va les voir très certainement à Raw dans pas longtemps, même si pour le moment le Superstar Shake-Up n'a pas été annoncé. Il y a juste quoi là, il y a le Greatest Royal Rumble qui était annoncé en fin de mois. Et on a Backlash qui était annoncé je crois le 6 mai. Déjà annoncé, mais on a cette fois-ci l'annonce publicitaire. Vraiment vidéo, qu'on n'avait pas vu. Donc à partir de là, en fait, et c'est là que j'aimerais en parler un petit peu, est-ce que vous trouvez, vous aussi, que le show était trop long? Parce qu'après les 2 heures de pré-show, après les 3 heures de takeover que je me suis tapé le jour même en fait, je l'ai regardé de 10h à 13h le dimanche. Donc ça fait je crois 19 matchs en tout. Et là, à partir de là en fait, même si effectivement ce match était bon, celui-ci et le suivant, et même un petit peu le match pour le titre de la WWE, j'ai moins accroché. Parce que ça faisait trop au niveau des émotions. C'était trop, ça faisait beaucoup. Il aurait fallu vraiment une petite pause pour moi. Si je l'avais pas regardé en live, j'aurais fait une pause et j'aurais regardé plus tard. Parce que ça fait trop, il faut arrêter. Alors effectivement, les shows de 5 heures, là, ça c'est 7 heures avec le pré-show, c'était normal. Parce qu'il fallait placer tout le monde, il y avait quasiment que des grands matchs. Mais voilà, je suis pas fan, c'est un peu trop. Moi, si j'avais eu cours le lendemain, parce que je suis en vacances là, je vous dis clairement que j'aurais pas tenu le fil très longtemps. Hein. Parce que franchement, là j'ai dormi, après j'ai dormi de 6h à 11h30, c'est le moment où je fais ma vidéo. Donc 6h30 à 11h30, donc ça me fait en tout 6 heures de sommeil et je suis crevé. Je pense que ça se voit, regardez-moi ces cernes, c'est pas possible. Donc voilà. J'imagine même pas les gens qui l'ont regardé en live et qui sont allés bosser le lendemain. C'est des tarés, bravo à vous. Voilà. Bref, donc voilà, mis à part pour dire que j'étais un petit peu moins au taquet à partir de là, j'ai quand même trouvé ce match bon, même s'il commence très moyen. Parce qu'au début, on a donc Shane McMahon, puis Daniel Bryan qui fait leurs entrées, enfin qui font leurs entrées, pardon. Et d'ailleurs, l'entrée de Daniel Bryan juste avant avec le Yes Movement est très magique, j'ai eu des frissons. Ça fait plaisir de revoir Daniel Bryan faire son retour. On a des retours, on a un retour, on a un début avec Ronda Rousey, on a des turns, c'est très bien. Franchement, ce WrestleMania montre qu'il y a quelque chose à l'inverse du 32. Putain, j'en parlerai après dans la conclusion, mais voilà, bref. Pour moi, le 32, il est très fun comparé à ces 5 dernières années. Et oui, donc, on a les deux qui font leurs entrées, puis Kevin Owens et Sami Zayn, on s'attend à ce qu'ils fassent leur entrée sur la rampe, et finalement ils interviendront derrière Sami Zayn et Kevin Owens, derrière Shane McMahon et Daniel Bryan, et ils attaqueront Daniel Bryan en lui portant la pop-up powerbomb sur l'apron du ring. Et là, donc Daniel Bryan, il est avec des médecins, donc Shane McMahon se bat tout seul contre Owens et Zayn, et c'est très lent. C'est pas digne d'un WrestleMania pour moi, c'est digne d'un weekly. Il n'y a pas ce rythme, ces frissons WrestleMania comme j'en ai parlé avant. Il n'y a pas ce truc. C'est très mou, c'est très lent. Vous allez me dire que Shane McMahon, il avait été aussi atteint, dans la vraie vie d'ailleurs, il est à l'hôpital. Donc ça
ça rentre un petit peu dans le truc, dans la story, dans la storyline, pardon. Mais non, là, par contre, ça passe pas. Et par contre, dès que Daniel Bryan revient, c'est le feu, c'est magnifique, très bon, très rythmé. Il n'y a rien à dire, ça fait vraiment très plaisir de le revoir. Mais je trouve que Shane McMahon, ça a été l'homme décevant de ce show. Effectivement, il n'était pas au top, mais je m'en fous. Il est là, donc il est apte à lutter. Donc pour moi, c'est l'homme décevant du show. Et puis le match reste quand même satisfaisant. Ça fait un moment WrestleMania pour Daniel Bryan. D'ailleurs, un WrestleMania moment de plus dans le show. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, mis à part que la première partie, comme je l'ai dit, du match n'était pas bonne. La deuxième partie, elle est mieux, elle est meilleure. Et le problème en fait, c'est que je commençais un petit peu à fatiguer et que je commençais à en avoir un petit peu un trop plein. Et j'ai mis la note de 7 sur 10. J'en parle maintenant, donc c'est une très bonne note. Mais ça n'atteint pas les autres matchs. Ensuite, prochain match, c'est aussi celui qui est un petit peu décevant. C'est à mon sens le pire de la soirée, ou peut-être le moins bon. C'est le seul qui n'a pas la moyenne. C'est Nia Jax qui bat Alexa Bliss pour enfin devenir la nouvelle championne de Raw. Dans un match qui, à mon sens, comme je l'ai dit, n'est pas à la hauteur des autres. Mais Nia Jax, ça fait déjà l'année passée, elle était dans le match à WrestleMania pour le titre féminin de Raw. Elle avait loupé lamentablement, ça faisait longtemps qu'on la mettait sur le devant de la scène, puis on la faisait perdre. Enfin, putain, les fans de Nia Jax seront contentés, j'espère. Elle est championne. J'ai hâte de voir son règne d'ailleurs. Donc il y a des bonnes choses en fait dans ce match-là, même si je ne l'ai pas aimé. Comme par exemple, on a Nia Jax qui porte des prises brutales sur une Bliss qui résiste bien et qui arrive à répondre aux coups de Jax. Mais ouais, ça va pas. Autant je trouve que dans les coulisses, il y a une bonne alchimie entre les deux. Les deux anciennes meilleures amies, ça allait bien. J'aimais bien ça en fait. Sur le ring, ça va pas. Il y a trop une différence de gabarit et c'est pas crédible. Je trouve que avec Sablis, ça arrive à dominer des fois, mais ça va pas. Pour moi, on me raconte quelque chose de faux en fait. Vous voyez, c'est pas possible. Alors vous allez me dire, oui, on a déjà vu des gros gabarits, genre Rey Mysterio qui bat Kane, CM Punk qui arrive bien à confronter Brock Lesnar à SummerSlam. C'est vrai, mais là, ça va pas. Il n'y a pas d'alchimie entre les deux et j'ai été déçu. Je suis content pour Jax. Je trouve que Bliss a eu un règne plus que, pas honorable, mais plus que long, parce que d'un moment, on s'en a vraiment plein le cul. Mais je trouve que c'est bien pour Jax. Mais voilà, pour moi, c'est le moins bon match de la soirée. Et j'ai mis un 5,5 sur 10. Ouais, j'en arrive bientôt à la fin de la vidéo. On va parler du, je crois, 9ème match. AJ Styles bat Shinsuke Nakamura pour conserver son titre de la WWE. Dans un match bon, très bon même, mais c'est clairement pas le dream match que tout le monde attendait. Pour moi, il y a 4 des 5 matchs de NXT TakeOver qui est meilleur que celui-ci. Alors, il faut pas faire de comparaison, je suis d'accord, j'en ai parlé avant. Mais pour moi, tout le monde, enfin, j'étais d'accord dans le sens où plusieurs personnes disaient que ça avait la gueule pour être le match de l'année, et pour moi, c'est même pas le match de la soirée. C'est juste pour ça que je vais vous dire, c'est même pas le match du week-end, de loin pas. Pour moi, il fait partie du milieu, si je peux dire ça comme ça. Donc le match, il est quand même bon, je trouve qu'il y a une bonne confrontation, même s'il n'y a pas ces frissons WrestleMania. Je trouve que c'est plus un match de pay-per-view autre, un très bon match de pay-per-view autre, qu'un match de WrestleMania. Oui, c'est peut-être trop classique comme ils se battent. Il n'y a pas cette énergie, cette fougue, ces frissons qu'on peut avoir. Par exemple, encore une fois, je le répète, avec l'opener ou avec le Mixed Tag Team Match, à mon sens, qui sont les 3 matchs où j'ai mis 10 sur 10. Donc voilà, pour moi, ce match, il était bon, mais il restait un peu classique à mon sens. Par contre, ce que j'ai trouvé bon, c'est l'après-match. Donc on a AJ Styles qui bat Nakamura après un Styles Clash. Qui contre en fait justement le Kinshasa, la deuxième tentative de Kinshasa de Nakamura. Et puis donc Styles bat Nakamura. Et Nakamura va chercher la ceinture, va se mettre à genoux et va l'attendre à Styles. Et là on se dit putain c'est magnifique, des frissons un peu à la Charlotte Asuka. Il y a du respect et ça fait plaisir. Et là qu'est-ce qui se passe? L'imprévisibilité la plus totale à mon sens. On a Nakamura qui va porter un Shero Shot, comme le disent Flip Shero et Christophagis, à Styles. Il va donc faire son heel turn et va l'attaquer, va l'envoyer à l'extérieur du ring et va lui porter son Kinshasa à l'extérieur du ring. Et là, j'en ai parlé à un abonné, à Marius. Salut Marius, si tu m'écoutes, je pense que oui. J'avais dit franchement Nakamura ça ne va pas. Je trouve la rivalité d'ailleurs, et c'est vrai, je vais en parler, j'ai une 8,5 sur 10 pour ce match là, mais c'est loin d'être acquis. La rivalité elle est dégueulasse. C'est une des pires qu'on a jamais vu. Même le Ambrose contre Ziggler qu'on avait eu à SummerSlam 2016 est meilleur à mon sens. Enfin bref, je trouve que Nakamura n'avait aucun charisme. Alors il a du charisme mais pas en tant que champion. C'est pas crédible. Et j'avais dit justement à Marius que je voyais bien Nakamura faire un heel turn. Plus tard, enfin pas que je le voyais faire un heel turn justement, mais que ce serait bien qu'il fasse un heel turn. On peut jamais prédire à des kilomètres que Nakamura allait faire un heel turn là. Et là encore une fois la WWE elle a dit vous pensez que Nakamura allait gagner en tant que face, mais il perd, il fait un heel turn. C'est magique,
c'est magique. Pour moi, c'est le bon moment de ce match-là. Mais effectivement, comme j'ai dit, le match est bon, mais je vais retenir surtout ça en fait. La victoire de Styles et le turn de Nakamura. Et là, on va passer à l'avant-dernier match. Là, c'est un coup de gueule. Les deux derniers sont des coups de gueule parce que beaucoup de gens les ont détestés. Et je trouve que c'est pas à juste titre. C'est pas du tout à juste titre. Bon, bref, je vais d'abord parler de l'avant-dernier match. Braun Strowman et Nicolas battent The Bar pour devenir les nouveaux champions par équipe de Raw. Alors déjà, premièrement, je vous dis d'avance, j'ai pas noté ce match-là. Pourquoi? Parce que Nicolas, pour les gens qui n'ont pas vu, c'est un petit du public que Braun Strowman est allé chercher. Et là, il y a plein de gens qui disaient, et d'ailleurs, mon Jean Rollet, donc Jean Fetro et Jean Rage sur YouTube, allez vous abonner à sa chaîne. On a parlé, il a mis, je crois, blague sur 10 sur Twitter, en parlant de ce match-là. Je suis pas d'accord. Effectivement, tout le monde a été déçu de ne pas voir un Bobby Lashley, de ne pas voir Neville. Vraiment, ça aurait été les deux retour magique qu'il aurait pu avoir. Mais au fond, est-ce que Lashley et Neville peuvent pas faire leur retour un autre jour? C'est WrestleMania. Effectivement, un retour à WrestleMania, c'est classe. En plus, pour un titre, c'est classe. Mais c'est WrestleMania, il faut faire quelque chose d'un peu hors du commun. Et je trouve que c'est une idée de génie. C'est une idée de génie. Et il est allé chercher un gars du public, un petit de 11 ans. Et le petit est devenu champion par équipe. J'ai pensé à Axel de Fin de France. Je me suis dit, mais s'il prend Axel, c'est magique. Mais là, c'est une petite question en fait. Est-ce que Nicolas avait été prévenu avant? Vous imaginez les parents, ah, toi je te prends, et tu vois un gros mec qui prend un enfant et qui le met sur le ring. Je pense que les parents, s'ils sont pas au courant, ils font un coma quoi. Donc voilà, ça c'est ma petite question, mais je trouve ça magique. C'est un WrestleMania moment, c'est jamais arrivé. On nous a fait quoi avec Santino Marella qui était devenu champion intercontinental en 2007, mais c'est voilà, ça passait pas, tout le monde savait que c'était un lutteur après coup. Là, ben voilà, c'est différent. C'est un WrestleMania moment pour moi. Parce que prendre un... Ouais, comme je vous dis, Lashley Neville, ça aurait été bien, j'aurais été content. Mais on peut les faire revenir un autre jour. Ça, vous le mettez à Fastlane, ça a moins de sens, hein, je suis désolé. C'est un moment qu'il faut faire seulement à WrestleMania. Et c'est pour ça que je suis content de les voir champions. Parce que ça va durer, est-ce que Nicolas ça va être là plus longtemps dans l'année? À voir, je pense qu'il n'a pas besoin. Hein. Braun Strowman, il est là, il défend ses ceintures en son honneur aussi. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais c'est beau, c'est faire participer le WWE Universe. Et les gens qui se plaignent, putain, arrêtez de vous plaindre tout le temps. Arrêtez de chercher de la crédibilité, on s'en fout, c'est beau ce qu'il a fait. Imaginez le petit, ce qu'il doit être content, quoi. Et là, il y a une question que je me pose, c'est que est-ce que la WWE, c'est... Alors là, peut-être que Vice pourra me répondre si jamais regarde cette vidéo, mais est-ce qu'elle s'est basée sur du FUT? Parce que on sait tous qu'à la WWE, les gens qui suivent du football, sont fans de Tottenham. La plupart des catcheurs, je crois. Il y a Triple H, il y a Finn Balor, je crois, qui est fan de Tottenham. Je crois qu'il y a encore une autre personne. Et si je dis pas de bêtises, je crois que l'année passée, Tottenham avait fait rentrer un jeune joueur. Il l'avait fait marquer. Donc c'était genre à la 80e. Il l'avait fait marquer, puis il l'avait directement remplacé par un vrai joueur. Et c'est beau en fait, c'est faire participer un enfant. Donc est-ce que c'est un enfant? Est-ce que Nicolas est un enfant malade? J'en sais rien en fait. Mais je trouve que c'est beau de faire ça. Tout comme le match de Tottenham, je trouve que c'est beau. Et ça met du rêve à des enfants. Putain, si j'avais été là, puis qu'il m'avait pris mon bordel de merde. Déjà, je me serais fait dessus, je pense. Il y aurait du ring qui tombait sur le ring à n'importe quel endroit. Je pense que j'aurais eu la même gueule que Nicolas. Mais je serais reparti avec la ceinture aussi. Bref, non, ça aurait été incroyable. Mais je trouve ça incroyable. On peut pas toujours dire, ouais, mais c'est pas crédible. Non, c'est pas normal, c'est nul, c'est à chier, c'est une blague. Non, les gars, c'est WrestleMania, c'est normal qu'il y ait ce genre de choses-là. En plus, j'en parlais avec une autre personne dans la vraie vie, je vais pas citer son nom, on disait que ce serait bien qu'ils prennent quelqu'un du public. Mais alors, je pensais pas que ça allait être un enfant, hein. Très clairement pas. Donc moi je suis content, c'est un WrestleMania moment, et fuck les rageux, voilà, tout simplement. Et enfin, le main event, j'ai mis à 10 sur 10, j'ai mis aucune note, tellement j'étais waouh. Et là, ça va faire débat, encore une fois. Brock Lesnar bat Roman Reigns pour conserver son titre universel. Là, je fais un coucou à Guillaume, par contre, qui déteste Brock Lesnar. Je fais aussi un coucou à Melissa Battini, si elle regarde cette vidéo, qui déteste Brock Lesnar. Je vous en ai encore parlé, peut-être je vous mettrai le message là. J'ai mis, t'imagines, Brock Lesnar gagne. Je pense qu'il y a juste Marius qui avait pronostiqué la victoire de Brock Lesnar. Alors, ça fait des mois qu'ils nous disent Roman Reigns, ouais, futur lutteur, il va avoir son match contre Brock Lesnar à WrestleMania, il va gagner. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Bref,
Ça, c'est encore un... Ah ouais, c'est un petit coup de gueule. Et encore un autre. Vous vous souvenez de Samoa Joe qui avait perdu à Great Balls of Fire, je crois, contre Brock Lesnar. Il avait perdu après un F5. Souvenez-vous aussi de Braun Strowman qui avait affronté Brock Lesnar. Alors, je sais plus quand c'était. Ah non, merci ou je sais plus. Il avait perdu après un F5. Roman Reigns il perd pas après un F5. Pas après 2 F5. Pas après 3 F5. Pas après 4 F5, donc le quatrième l'a fait passer à travers la table des commentateurs. Pas 5 F5, mais après le 6ème F5. Est-ce que c'est pas du foutage de gueule ultime? Bref, voilà, c'est mes 2 coups de gueule. Maintenant, je vais parler mais même pas du match. Je pense très clairement que je suis la seule personne à aimer les matchs de Brock Lesnar. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour moi, Lesnar-Reigns en 2015 à WrestleMania 31, c'est le match de l'année. Alors vous allez me dire, il y a Rollins qui cache. Il y a l'ambiance, l'ombre du catch de Rollins qui est là durant tout le match, donc il y a beaucoup plus de suspense. Ce match ne sera pas le match de l'année à mon sens, ça c'est clair et net, même si je mets 10 sur 10. Mais j'adore ce genre de match, putain. On n'est pas toujours obligé d'avoir des matchs techniques, genre Steve Nakamura, match de rêve et tout. Non, ce match-là, c'est de la destruction. Ce match-là, c'est du grand n'importe quoi. Ce match-là ne se prend pas la tête, il n'y a rien de technique, il y a toujours les mêmes prises, German suplex, mais c'est de la destruction. Voilà, les gens qui ont aimé le Fatal 4-Way qu'on avait vu avec Joe Reigns, Strowman et Lesnar, je crois que c'était à SummerSlam l'année passée, ne peuvent pas dire j'aime pas ce match-là. C'est pas crédible. Il faut garder un minimum de cohérence quand même. Moi j'ai aimé ce match-là, j'aime aussi celui-là parce que je trouve que c'est de la destruction. Alors effectivement, le mettre en main event, ça passe pas très bien parce que finir sur un show aussi bon, sur une note comme ça, c'est vrai que c'est pas vraiment normal. Ça on est d'accord, parce que c'est pas vraiment du catch. Mais putain. Moi, je sais pas, je réagis trop à ce genre de match-là. Alors, Lesnar commence vraiment à me sortir par les trous de nez pour être gentil. Mais j'aime bien ce genre de match-là. Pourquoi, en fait? C'est pas du catch, c'est pas de technique, il y a rien, on est d'accord, mais c'est de la destruction. Et puis, il y a du suspense, c'est du pétage de gueule, quoi. Quand les gens voient Strowman balancer des structures métalliques sur les gens, personne se plaint alors que c'est pas du catch. Quand on voit, je sais pas moi, Brock Lesnar démonter Mark Henry sur la table des commentateurs, tout le monde crie au génie. Quand on voit Brock Lesnar s'acharner sur Randy Orton avec des coups de poing et qui le fait saigner, on crie au génie. Quand on voit Vince McMahon qui se fait saigner après des coups de Kevin Owens, on crie au génie. Je sais pas, au bout d'un moment, il faut garder un minimum de cohérence quand même et puis se dire, ben, s'il y a des moments qui vous plaît et qu'il y a juste de l'agression sans être du catch, ben là c'est pareil en fait. Je veux dire, effectivement, c'est pas du catch encore une fois, mais je trouve que ce match-là est bon. Voilà, désolé de vous le dire comme ça. Je pense qu'il faut arrêter de se plaindre à tout va. Brock Lesnar ne va pas rester longtemps. C'est un de ses derniers matchs. Roman Reigns a perdu, donc la plupart des gens qui voulaient ça arrivent encore à se plaindre même s'il perd. Et puis, encore une autre chose, c'est que la plupart des gens se plaignent de Brock Lesnar parce qu'il fait des matchs de moins de 5 minutes. Le match a duré, je crois, plus de 10 minutes. Pour une fois, alléluia, trouver un petit peu du positif. Alors là, je suis quand même plus d'accord pour dire que les gens qui se plaignaient de matchs comme le Mixed Tag Team Match, par exemple, je comprends pas vraiment. Je comprends un petit peu, mais je comprends pas pourquoi on se plaint autant. Les gens qui se plaignent pour ce match-là, je les comprends plus. Mais après... Je peux comprendre que vous voulez voir un vrai match, mais en même temps, vous vous attendiez à quoi? Merde, c'est Brock Lesnar et Roman Reigns. Il y en a un qui fait 25 000 F5, donc qui fait 25 000 Superman Punch. Ils n'allaient pas devenir bons d'un moment à l'autre. Hein. Bah, je doute pas que les deux sont bons, mais l'un contre l'autre, ça allait pas faire de la magie. Hein. Les gens arrivent encore à être déçus, ça me fait rire. Les gens arrivent à être déçus, alors que très clairement, mais même ce qu'il y avait dans la rivalité, les beat-up qu'on avait eu les dernières semaines, bah, ça montrait très clairement que le match allait être comme ça, quoi. Donc je sais pas à quoi vous vous attendiez, mais... Ah, une surprise, vous l'avez, Brock Lesnar conserve. Bref, on va passer à autre chose, j'ai pas envie de m'énerver parce que les gens qui se plaignent, ça me saoule quoi. Mais encore une fois, les gens qui se plaignent que d'un match ou deux, comme moi je l'ai fait, je vais rien dire, hein, c'est normal, on peut pas tout aimer. Mais les gens qui disent c'est le pire WrestleMania ever, et qui arrivent à sortir n'importe quoi pour pouvoir se plaindre du show, ceux-là je les digère pas en fait, ça m'énerve. Regardez encore une fois votre NGPW et laissez tout le monde en paix. Voilà, waouh, presque 1 heure de vidéo. Ça fait presque mal en fait. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un petit like parce que même s'il n'y a pas vraiment de montage, ça va faire mal pour l'ordinateur. Je pense que vous allez recevoir cette vidéo aux alentours de 18 h, je l'espère, au plus tard. Au niveau de la note finale, j'ai mis 8,11 sur 10 et c'est là que je parlais un petit peu maintenant des gens qui disent que ce WrestleMania est l'un des pires. Je suis pas d'accord. 8,11 sur 10, c'est une très bonne note. Il y a le Nia Jax Alexa Bliss qui le fait un petit peu baisser. On a aussi le match pour le titre des États-Unis qui le fait un petit peu baisser. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Ça reste un très bon match, un très bon show, pardon, parce qu'à 8,11 sur 10 sur un pay-per-view qui a 11 matchs, je pense que c'est ultra méritant et que ça prouve que c'est un show excellent. Maintenant, là où j'aimerais en venir, est-ce que ce show
est-ce que ce WrestleMania, pardon, est le meilleur? Non. Pour moi, on a d'abord le 30. Ensuite, on a le 31. Ensuite, on a le 25. Ensuite, on a le 33. Il était à 8,13, je crois. Et ensuite, on a WrestleMania 34. Pour moi, il fait partie très clairement de mes 5 WrestleMania préférés. De loin. De très loin. Le 28, je crois, était bon. Le 27 était l'un des plus mauvais. Le 23, il était moyen. Enfin bref, pour moi, ces 5-là se ressortent très clairement. Et qu'est-ce qui ressort de cette analyse? C'est que sur ces 5, on en a 4 des 5 dernières années. Et le seul qui n'est pas dedans, c'est le 32. Donc encore une fois les gens, et je pense que c'est un constat qu'il faut se faire, alors pas sur l'ensemble de l'année, mais sur les WrestleMania, je pense que la WWE a un niveau, mais d'une puissance pour les WrestleMania dernièrement, qui est là-haut. Il est tout là-haut. Vous voyez, je veux dire, ils sont loin, ils sont très très bons. Et à part le 32, pour moi, avec le recul, qui était un peu une catastrophe, on voulait faire venir des invités juste pour faire venir des invités. Le main event Triple H Roman Reigns, c'était pas mauvais, mais bon, il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de frisson WrestleMania comme j'aime bien le dire. Là, c'est un show exemplaire pour une carte qui comporte 11 matchs. On ne peut pas faire mieux et il fait très clairement partie de mes 5 WrestleMania préférés. Voilà, je crois que cette vidéo sera la 3e plus longue de ma chaîne. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un like ou un dislike aussi si vous n'aimez pas ce que je dis. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez un dislike, c'est pas grave, au contraire, au moins vous réagissez. Puis mettez des commentaires. Je sais que Jérémy, je ne vais pas dire ton nom de famille, va faire un immense commentaire dans la section des commentaires de la vidéo. Faites pareil, dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, je vais vous laisser les notes maintenant, je ne vais pas toutes les dire. Vous voyez qu'il y a 3, 10 sur 10, je crois que c'est la première fois que ça arrive. C'est peut-être arrivé une fois, mais en tout cas, c'est pas plus de la 2e fois, ça c'est clair et net. Donc vous avez les notes là maintenant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, que vous les regardez en une semaine ou d'une traite, ça me fait très très plaisir. Vous avez été là même pour une partie de la vidéo, donc ça me fait kiffer. Merci d'être là, merci d'être nombreux à chaque fois. Encore une fois, je vous rappelle qu'il y a un concours à gagner. Et encore une fois, je vous rappelle qu'on va sur la route des 2000 abonnés. Et que la chaîne va un petit peu ralentir à partir du 15 septembre. Donc profitez-en, abonnez-vous, partagez la chaîne. Je ne suis pas Axel qui a atteint les 30 000 abonnés, même si c'est mérité. Mais je suppose, enfin, je vais faire le moment non modestie pour une fois, ça me fera du bien. Mais je pense que je mérite d'arriver aux 2000 abonnés. Et je veux dire, je suis le mec qui fait le plus de vidéos dans la semaine, certainement. Et peut-être le mec qui, très clairement, qui fait le plus de reviews de pay-per-view avec Vice et Cora. Donc je pense que ça mérite au moins les 2000 abonnés. Et que vous partagez cette vidéo. Dans tous les cas, je vous remercie que vous ayez regardé cette vidéo un petit bout ou en entier, que vous ayez lâché un pouce bleu ou un pouce rouge ou un commentaire. Ça me fait très très plaisir, donc je vous remercie. Et je vous remercie également d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.